Allez, on termine les lectures estivales avant d'enchaîner avec la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Bonjour à tous et bienvenue dans un carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement, prenez votre tasse de thé et on est parti pour 3/4 d'heure de blabla livresque. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. J'ai un petit peu tardé avant d'ouvrir ce carnet de lecture. J'aurais dû le faire dès que j'ai clôturé le précédent, mais écoutez, c'est comme ça. J'ai donc pas mal de choses à vous dire. Je voulais d'abord vous faire un petit point sur mes lectures audio, puisque ça fait un petit temps que je ne vous en ai pas parlé, et c'est vrai que récemment, j'ai un peu fait n'importe quoi. Donc, je voulais reprendre un petit peu toutes mes lectures audio pour vous en parler. Donc, vous vous êtes sûrement arrêté au fait que j'avais pris à l'audio le deuxième tome de la saga Syl's Gambit de Kevin Lewis. Saga plutôt young adulte, voire même ado, hein, plutôt. Et donc, le deuxième tome s'appelle Braquage Royal. Écoutez, je pense que j'ai dû écouter à peu près 2h30 du livre audio, qui doit en faire 9h, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai décidé de le mettre en pause. Et finalement, après réflexion, j'ai carrément décidé d'abandonner. J'ai décidé d'abandonner cette saga pour deux raisons. La première, c'est que, à mon sens, c'est un peu trop jeunesse. On est sur une histoire un peu à la Ocean Eleven, mais version ado. Et pour moi, c'est trop jeune, c'est trop immature dans leur réflexion, enfin dans la réflexion des personnages, tout ça, donc ça me plaît pas trop. Et la deuxième raison, c'est que franchement, le premier tome était pas trop mal et il se suffisait à lui-même. Et je ne comprends pas pourquoi l'autrice a pris le parti d'embrayer sur d'autres histoires, parce que là vraiment, on a l'impression qu'elle tire tous les fils possibles et imaginables pour faire une histoire, mais bon, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi, hein, clairement. Donc j'ai décidé d'en rester là. Je pense que ça peut être une saga intéressante pour vos ados, pour vos neveux, nièces, adolescents, voilà. Mais moi je trouve que... Enfin en tout cas ça l'a pas fait avec moi. Donc j'arrête ici pour cette saga et dans la foulée j'ai commencé un autre livre audio que j'ai terminé cette fois-ci. Il s'agissait d'un roman en partenariat avec NetGalley. C'est un roman de Lisa Jewell. Et vous le savez, Lisa Jewell, pour moi c'est la reine incontestée du thriller domestique. J'ai beaucoup aimé les deux romans que j'ai écoutés à l'audio de cette autrice. J'avais écouté Rentre avant la nuit et Comme toi. Et franchement, les deux, ça a été des très bonnes lectures. J'ai passé un excellent moment. Lisa Jewell est très douée pour instaurer des ambiances très glauques, très sombres, très angoissantes. Et avec les deux romans là, ça avait été incroyable. Donc, je m'étais dit, bah, très bien, pour moi, Lisa Jewell, c'est une valeur sûre, on y va. Et sur NetGalley, il y avait donc la possibilité, si on le souhaitait, d'écouter Là où le bonheur s'est envolé. Alors, dans cette histoire, on suit la famille Bird. Donc, dans cette famille, vous avez Lorelai, la maman, Colin, le papa, et vous avez quatre enfants, deux filles, Megan et Bethany, et deux jumeaux, Rory et Rhys. C'est une famille confortablement installée dans une vieille maison des Cotswolds. Et en fait, c'est une famille qui vit un peu sa petite vie de façon assez insouciante. Les parents sont un peu hippies sur les bords. Tout va à peu près pour le mieux jusqu'à ce que un dimanche de Pâques arrive, le dimanche de Pâques 1991, et il va y avoir un drame effroyable qui va se produire. Et à partir de là, les secrets et les non-dits vont prendre beaucoup de place dans cette famille jusqu'à ce que les relations entre les membres de la famille s'effritent. Voilà. En gros, c'est à peu près ça. Et on va avoir énormément de flashbacks. Lisa Jewell est
très douée dans la maîtrise des temporalités. Donc elle va nous balader un peu dans l'espace-temps et donc on va avoir des flashbacks en 1991, des flashbacks en 2001, des flashbacks en 2011 et la famille Bird va être obligée de se retrouver dans le cadre d'un événement spécifique en 2011, donc 20 ans après la tragédie. Et donc, ils vont essayer de comprendre pourquoi les relations entre les membres de cette famille se sont totalement effritées et pourquoi ils se sont autant éloignés et qu'est-ce qui a été un peu le déclencheur de tout ça. Voilà, en gros, c'est cette histoire-là que l'on va suivre dans Là où le bonheur s'est envolé. Honnêtement, le pitch de départ me tentait énormément parce que je trouvais ça plutôt sympa de retrouver un peu cette ambiance thriller domestique. Donc, c'est un roman qui est catégorisé comme thriller domestique, mais il faut savoir que nous ne sommes absolument pas sur un thriller domestique. C'est tout au plus un drame familial, mais ce n'est pas un thriller domestique. Il y a toujours et encore, et j'ai envie de dire heureusement parce que c'est pour moi ce qui fait la particularité de la plume de l'autrice, vous avez toujours cette ambiance angoissante, cette ambiance malsaine, cette ambiance pesante, presque étouffante que l'on retrouve dans les autres romans de Lisa Jewell. Donc là, vous l'avez vraiment. Vous avez cette espèce d'ambiance qui monte crescendo, mais c'est pas un thriller. Il n'y a pas de meurtre en tant que tel. Il y a pas, enfin voilà, on n'est pas sur un thriller. Et je trouve que c'est terriblement dommage de le catégoriser comme tel parce que les fans de thriller ne s'y retrouvent pas, tout simplement. Donc bon, j'avoue que j'ai été un petit peu déçue de cette catégorisation parce que je m'attendais à lire un thriller et bon, bah on n'était pas là-dessus. Donc tant pis, c'est comme ça, hein, vous allez me dire, mais voilà. Ce que j'ai aimé, c'est cette ambiance étouffante que l'on retrouve forcément parce que on se rend très vite compte dans le roman, alors je pense pas vous spoiler en le disant, mais la maman, Lorelai, a un syndrome de silogomanie qui est le syndrome d'entassement. Donc vous savez, c'est les gens qui entassent, 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 qui achètent, qui entassent sans jamais rien jeter. Et là, ça prend des proportions énormes, enfin, des proportions vraiment presque obscènes en fait, tellement c'est trop. Et donc, du coup, c'est très angoissant et on vit ce syndrome de la silogomanie à travers le personnage de Lorelai, mais on le vit en puissance 1000, c'est-à-dire qu'on a l'impression de se retrouver étouffé dans cette maison où il y en a partout. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien fait, mais encore une fois, c'est vraiment inhérent à la plume de l'autrice parce qu'elle arrive très très bien à faire ça, elle excelle dans cette maîtrise de l'ambiance angoissante, enfin vraiment, c'est son truc quoi. Et rien que pour ça, je vous encourage à lire La plume de Lisa Jewell parce que ça, c'est magistral à chaque fois. Là où ça l'a pas fait pour moi, c'est que j'ai eu des difficultés sur le début de l'histoire où j'ai trouvé que c'était très long. Donc c'est très long à se mettre en place. C'est long parce que le récit est alourdi par des détails un peu insignifiants à mon sens. Et le récit est ponctué de flashbacks qui sont pas forcément hyper simples à comprendre quand on écoute le livre. Je l'avais déjà repéré, cette difficulté de se repérer dans les flashbacks avec Rentre avant la nuit. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident. Et là, vous avez en plus des détails qui viennent alourdir le récit, donc ça fait beaucoup. Et donc le début, ça a été un peu laborieux, je vous avoue que j'ai même pensé à l'abandonner, hein, tellement j'en avais un peu marre. Et finalement, je me suis accrochée, et j'ai bien fait parce que je me suis laissée prendre dans cet engrenage d'ambiance étouffante et vraiment malsaine. Donc je me suis laissée prendre au jeu et je me suis dit, bon ok, bah, allons-y, découvrons le fin mot de l'histoire. Et finalement, on arrive à la fin, et je me suis dit, mais tout ça pour ça. J'en avais un peu discuté avec Coralie, du compte Coralie et Écoute, dont je vous parle assez régulièrement. Et Coralie, elle m'avait fait ce retour-là, elle avait eu ce ressenti. Et franchement, mais je ne peux que confirmer ce qu'elle dit. Parce que je suis arrivée à la fin, mais je me suis dit, mais ça peut pas finir comme ça, c'est une blague. Enfin, c'est tout ça pour ça. Et en fait, on nous en fait des caisses et des caisses et des caisses pour un événement qui, à mon sens, n'est pas si majeur que ça, qui, du coup, a détruit toute la famille. Et donc, j'étais là, alors, bah, ok, pourquoi pas. Donc j'ai été un peu déçue par ça et vraiment pour moi c'est pas son meilleur. Ça reste très bon dans la maîtrise de l'angoisse et dans la maîtrise de l'ambiance, mais c'est vraiment pas son meilleur. Et si je dois vous en recommander un, mais
allez-y à 1000%, lisez ou écoutez Rentre avant la nuit, lisez ou écoutez Comme toi. Je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont très bons. J'ai dans ma palle audio Rien n'est vrai, que je pense que je vais écouter très vite. Mais celui-ci, il y a un truc qui fait que non, ça le fait pas. Il y a trop de détails qui, à mon sens, ne matchent pas avec le reste de l'intrigue. Et encore une fois, on n'est pas sur un thriller domestique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette histoire qui est plutôt sympathique hein, au demeurant, mais enfin sympathique, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais qui est plutôt sympathique à écouter, mais qui malheureusement n'aura pas fait ses preuves avec moi. Côté lecture audio, j'ai encore pas mal de partenariats avec NetGalley, donc j'essaye de les écouler au maximum. Là, je suis en train d'en écouter un, il s'agit de Amber Falls, la romance publiée par la collection Nox de chez Albin Michel. C'est un roman écrit par Alicia Garnier, qui est une booktubeuse, il me semble, à la base, youtubeuse, enfin influenceuse à la base, qui a écrit plusieurs romans. Vous en avez sûrement beaucoup entendu parler parce qu'on le voit partout sur les réseaux en ce moment. Donc j'avoue que j'ai un peu cédé à la hype. On va voir si il vaut vraiment cette hype ou non. J'en suis vraiment pas loin, je suis rendue au 6e chapitre il me semble, et vu que je l'écoute, j'en ai profité pour rejoindre la lecture commune organisée par Manon et Lauriane. Hello, je crois que je vous ai laissé complètement à l'abandon lors de ma dernière prise vidéo, donc toutes mes excuses pour ça. Écoutez, actuellement je suis dans ma voiture, nous sommes vendredi soir, il est 18h passé, je vais chercher ma fille chez la nounou. Je voulais vous faire des retours lecture parce que j'ai plein de choses à vous dire, mais vous l'entendez là, le retour du rhume. Donc je vais peut-être éviter de vous faire 10 minutes de vidéo avec une voix aussi nasillarde parce que vraiment à l'écoute et pour l'oreille, je pense que c'est pas terrible. Et du coup, eh ben écoutez, je vous ferai un retour plus tard. Bon, toujours est-il que j'avance bien dans ma lecture audio qui est toujours Amber Falls. J'en suis au chapitre 14, je crois. Et bon, pour le coup, j'aime bien. Alors, il y a des trucs qui me titillent un petit peu et qui m'embêtent un peu, notamment sur les promesses qu'on nous fait quand on ouvre le livre. On nous parle beaucoup de la petite ville, de l'ambiance un peu small town que j'ai un peu du mal à retrouver. Mais écoutez, je trouve que ça s'écoute assez agréablement et que ça s'écoute très bien. Donc je vais me laisser le temps d'écouter tout ça et puis je viendrai vous faire un retour. Hier soir, j'ai terminé Le secret de Dever Hill, le premier tome de la saga Filles d'Irlande, et franchement, j'ai adoré. Adoré, adoré, adoré. Et on est vraiment plusieurs à avoir beaucoup aimé pendant la lecture commune sur le Sunset Storybook Club. Donc c'est hyper chouette. Vraiment, je vous en reparle bien sûr plus en détail. Je vous parlerai de l'histoire, tout ça. Et je prends le temps de faire ça, je pense probablement en début de semaine prochaine, parce que nous partons tout le week-end en Normandie, donc je pense que j'aurai pas trop le temps de vous prendre quand on sera en week-end. Et puis de toute façon, il est hors de question que je vous parle avec ce nez là, avec cette voix affreuse. Donc on arrête l'hécatombe et je vous reprends en début de semaine prochaine. Bon, je suis en pleine préparation de mon sac pour partir en week-end du coup. J'ai pris un tout petit sac hein, parce qu'on part une nuit, donc voilà. Et j'ai pris ma liseuse, je prends pas de livres, je prends vraiment juste ma liseuse. J'ai pas mal de livres différents sur cette liseuse là. J'ai Le clapotis des vagues de Noélie Solerin qui donc m'a été gentiment envoyé par l'autrice elle-même. Donc j'ai bien envie de le lire là et de le commencer maintenant, donc on va voir. J'ai également La maison aux 9 serrures de Philippe Gray qui est en partenariat avec NetGalley. C'est le dernier roman de l'auteur, donc ça me tente bien aussi. Et donc j'ai Qu'est-il arrivé aux pénettes de Lisa Scottolini que je vous ai présenté dans ma vidéo ma palle d'automne qui est dans le challenge, le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà. Donc je sais pas trop encore, mais j'ai bien envie de me laisser tenter par Le clapotis des vagues dans un premier temps. En tout cas, je vais emmener la liseuse, ce sera beaucoup plus pratique, même si je sais d'ores et déjà que je ne vais pas avoir le temps de lire quoi que ce soit. Voilà.
je vous retrouve enfin, nous sommes lundi midi, je prends le temps de venir vous parler un petit peu de mes lectures, j'ai un petit peu le temps devant moi donc c'est parfait. Normalement, mon nez c'est un petit peu mieux donc j'espère que vous n'aurez pas ce petit son nasillard très sympathique, très très inhérent au rhume. Mais normalement ça commence à aller mieux donc ça devrait être un petit peu mieux à l'oreille, bref. Toujours est-il que j'ai plein de choses à vous dire sur mes différentes lectures. J'ai fini beaucoup de livres dernièrement dont je ne vous ai pas parlé. Le premier que j'ai terminé et dont je voulais absolument vous parler parce que ça me permet enfin de terminer une saga. Ah, ça c'était un de mes objectifs de l'année donc c'est chouette. J'ai réussi à clore une bonne fois pour toutes la saga Season de Morgane Moncomble puisque j'ai lu ce dernier tome, Un été pour te retrouver. Je suis hyper contente globalement d'avoir lu cette saga Season parce que elle m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était une très bonne saga de new romance. On est sur une saga qui est très actuelle, qui aborde des thématiques très très fraîches, très d'actualité. Et donc ça m'a vraiment plu. En plus on est sur une saga de new romance, donc bah, c'est quelque chose d'un peu particulier et je trouve que Morgane Moncomble s'en sort très très bien dans cet exercice-là. Donc vraiment, globalement, c'est une saga que je vous recommande. Je vous en reparlerai sûrement un petit peu après, mais voilà, c'est globalement une bonne saga. Dans ce quatrième tome, Un été pour te retrouver, Jasmine et Andrea sont deux ex qui ne sont plus ensemble depuis 3 ans et qui vont devoir passer un été ensemble lors d'un road trip en Italie suite au mariage de leurs meilleurs amis qui ont décidé d'organiser ce road trip avec leurs témoins. Donc du coup, pas le choix, ils vont être obligés de se côtoyer de très près, on va dire, pendant tout un été. Euh, Bien évidemment, il y a des secrets, bien évidemment, il y a des non-dits, il y a des promesses non tenues, des promesses autres, etc. Et on va osciller entre tout ça pour venir voir se remettre sur le devant de la scène un passé qui semblait être un petit peu enfoui. On est sur un roman que j'ai bien aimé, mais on va dire que c'est quand même une petite déception pour moi ce quatrième tome et je suis un petit peu dommage de terminer sur cette touche-là parce que j'avoue que franchement j'ai bien aimé le reste de la saga donc je trouve ça un peu dommage de terminer sur une petite déception comme celle-là. Globalement, j'ai retrouvé la plume très addictive et très efficace de Morgane Moncomble puisque c'est un roman de 500 pages, que j'ai lu en 48 heures, donc globalement c'est un signe, on est sur quelque chose de très fluide, très addictif, qui se lit extrêmement bien. Pourtant, contrairement aux autres tomes et aux autres histoires, la magie n'a pas opéré, je n'ai pas été aussi emballée. Jasmine et Andrea ne m'ont pas vraiment convaincue, ils ne m'ont pas vraiment touchée. Leur histoire est très forte, leur histoire est très riche, leur histoire est même un petit peu triste, faut le dire. Mais pour moi, ces personnages manquaient clairement d'attachement. Je me suis absolument pas attachée à Jasmine. J'avais déjà eu un petit peu de difficulté à m'attacher à Lily, femme qui est sa cousine que l'on a dans le deuxième tome, Un hiver pour te résister. Et là, la deuxième cousine, c'est pareil, hein, Jasmine, bon, j'ai pas trop accroché à ce personnage, j'ai pas trop accroché au personnage d'Andrea non plus, et les autres personnages secondaires qui prennent quand même pas mal de place dans l'intrigue, parce que finalement, ils sont un peu en huis clos pendant tout un été, bah, ça n'a pas fait non plus. Donc, bon, finalement, c'était pas terrible. J'ai trouvé qu'on tombait très vite dans le cliché. Alors, ce ne sont pas les personnages en eux-mêmes qui sont clichés, mais c'est le discours qu'on va leur prêter qui, à mon sens, tombe trop dans le cliché. Typiquement, pour vous donner un exemple, alors, si vous ne voulez absolument rien savoir de cette histoire, passez cette séquence vidéo-là, mais globalement, vous avez une thématique principale qui est la volonté ou non d'avoir un enfant, et il y a des propos qui sont tenus sur cette thématique qui me paraissent un peu improbables. Typiquement, on a un des personnages du roman qui va dire que elle ne comprend pas pourquoi telle personne ne veut pas d'enfant parce que qui va s'occuper d'elle si, quand elle va être vieille.
Enfin, personne ne dit ça, enfin, certainement pas un personnage de 25 ans, enfin, personne ne dit ça et certainement pas de cette façon-là. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que les discours étaient balancés comme ça, de façon très abrupte, très grossière, un peu enfin, ça manque de finesse, quoi, ça manque cruellement de finesse et c'est très, très cliché, du coup. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont très clichés et je trouvais que ça rendait les dialogues parfois un peu, aberrants et parfois invraisemblables, quoi. Donc j'ai pas réussi à m'attacher, les thématiques abordées sont encore une fois très actuelles. C'est une saga qui globalement aborde des thématiques qui sont hyper importantes, donc moi j'ai trouvé ça hyper novateur de faire ça. Vous avez, des thématiques, comme le harcèlement, comme, le handicap, les travailleurs du sexe, vous avez, bah, la volonté d'avoir des enfants ou non dans ce tome-là, enfin vous avez plein de thématiques dans tous les tomes, qui sont des thématiques extrêmement actuelles, mais là, dans ce tome-là, je trouve que ça manque de profondeur. On nous aborde un peu ces thèmes en nous disant: «Hey», voilà, donc on sent bien que l'autrice, elle veut développer un peu et parler un peu autour de ces thèmes, mais elle le fait pas en fait, elle le fait pas, ça manque de profondeur. Autant sur les autres tomes, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de ces thématiques qui étaient quand même, bah, mis en avant, mis en lumière, on en parlait, voilà, on allait un peu plus loin. Là, voilà, c'est là sans être là, quoi. La fin, en revanche, m'a agréablement surprise par son originalité. Je m'attendais pas à cette fin-là, vraiment. Je pense que ceux qui l'ont lu, sauront de quoi je parle. Enfin, c'est même sûr, vous allez savoir de quoi je parle, mais il y a quelque chose dans cette fin que j'avais vraiment pas imaginé. Je sais qu'elle a beaucoup fait parler parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ce n'est pas une fin de New Romance. Heu, Elle arrive un petit peu brusquement, elle comporte pas mal d'invraisemblances, mais globalement, elle est hyper originale et je salue vraiment, l'autrice pour avoir, bah, pour son audace, en fait, tout simplement, parce que c'est assez audacieux comme fin, je trouve et du coup, moi, la fin, elle m'a plutôt surprise, mais dans le bon sens du terme, ça m'a agréablement surprise. Hem, Au final, ça reste une lecture assez plaisante, il faut pas exagérer. Je l'ai lu en 48 heures, donc encore une fois, ça n'a pas été, ça n'a pas été un gros DNF, pas un gros abandon, c'était globalement pas mal. Mais on est loin de l'intensité des premiers volets et franchement, à mon sens, vous pouvez lire les 3 premiers tomes et vous arrêtez là. Voilà, celui-ci, il est un peu en dessous. Voilà en gros, mais globalement, si vous ne connaissez pas la New Romance, que vous avez envie, de découvrir le genre, je trouve que c'est une très bonne saga pour le faire parce que, bah, vous allez aborder tellement de thématiques et tellement de tropes différents que vous allez avoir un beau panorama de ce qu'on peut avoir en New Romance. Bien évidemment, il faut s'y attendre, on est sur de la New Romance, donc il y a des scènes explicites, il y a des scènes spicy, c'est normal, c'est de la New Romance. Donc si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire à peu près sur ce tome et sur cette saga, mais vraiment je suis très, très, très contente de l'avoir découverte et je pense que je relirai Morgane Moncomble avec plaisir. Autre roman que j'ai eu l'occasion de lire pour lequel franchement j'ai eu, un petit coup de cœur, il faut le dire, c'est, la lecture commune du Sunset History Book Club du mois de septembre et nous avions choisi le premier tome de la saga Filles d'Irlande de Santa Montefiore qui s'appelle Le secret de Dever Hill. Bon, clairement, j'imagine que vous l'avez beaucoup vu passer parce qu'on en a parlé énormément de cette saga. J'avoue que je suis un petit peu en retard hein, parce que sachez qu'il est déjà sorti au format poche chez Point, mais là j'ai le grand format édité chez Verso. Toujours est-il que je suis très contente de l'avoir lu parce que vraiment, j'ai passé un moment mais parfait avec ce roman. C'était juste ce que je voulais. C'était extrêmement bien dosé. C'était top, top, top. Si vous aimez les sagas familiales et les romans historiques, mais allez-y, ça va vous plaire. Vraiment, je vous le dis, c'est très très bon. Dans ce roman, nous sommes au début du XXe siècle en Irlande et on fait la connaissance de Kitty Deverhill, qui est la petite fille du Lord Deverhill. Et Kitty, elle grandit dans le château familial, accompagnée de Celia, sa cousine anglaise, qui notamment la rejoint tous les étés, et de Bridie, la fille de la cuisinière. Et Kitty, bah voilà, elle vit sa petite vie d'enfance, elle grandit, elle devient adolescente, elle commence
à se prendre un peu de passion pour l'Irlande et pour les questions nationalistes. Et voilà, et c'est tout ça qu'on va suivre dans ce roman. Il faut dire que Kitty, elle est très proche de ses grands-parents, pas forcément beaucoup de ses parents. Sa mère est horrible, c'est la pire mère qui existe à mon sens. Vraiment, Maud Deveril, c'est une arriviste par excellence qui ne s'occupe absolument pas de sa fille, qui n'a qu'une idée en tête, c'est de marier ses enfants et de faire en sorte qu'ils fassent des beaux mariages pour que sa réputation ne soit pas entachée. Donc c'est vraiment un personnage exécrable, hein, faut le dire. Son père, bon, il m'a fait un peu ni chaud ni froid, en fait il sort pas grand chose dans le roman, pour être entièrement honnête. Et donc Kitty, elle va se développer un petit peu toute seule, c'est la dernière d'une fratrie de 4 enfants, et en fait elle va faire elle-même son éducation, elle va être accompagnée par un précepteur, c'est quelqu'un de très intelligent, donc elle va vraiment se passionner pour l'histoire irlandaise, et pour elle l'Irlande c'est son pays, et voilà, même si elle est anglo-irlandaise, pour elle c'est comme si elle était irlandaise, et elle aime l'Irlande plus que tout. Ça se ressent énormément dans le roman. Je vous en dis pas plus sur l'histoire, parce que ce serait dommage. En fait, il se passe tellement de choses dans ce livre. C'est un roman qui fait plus de 500 pages, mais c'est une petite brique, mais franchement, c'est une petite tuerie. C'est extrêmement bien, c'est très très bien rédigé. Alors moi, ce qui m'a un petit peu déroutée au début, c'est que le style est très très dense. Je venais de finir La Chambre aux papillons et Un été pour te retrouver. On est sur des styles qui sont moins travaillés que celui de l'autrice, et ça se ressent. Et en fait, là où je pensais qu'un chapitre de 10-15 pages, j'allais le lire en 10 minutes, bah en fait ça prenait vachement plus de temps. Donc du coup on est sur quelque chose de très dense, de très travaillé, avec une plume très jolie, très, presque poétique parfois. Et donc forcément, bah, c'est un peu plus long à lire. Donc ça, au début, ça m'a un peu déroutée. Puis finalement, au fur et à mesure des pages, ben, on finit par se faire au style de l'autrice. Et moi, je me suis laissée complètement happer par l'ambiance. On est vraiment plongé dans cette ambiance irlandaise. On sent le vent qui s'engouffre sous les portes, on sent le vent qui s'engouffre dans les fenêtres, le hurlement du vent, on ressent la pluie, la bruine, enfin l'eau qui nous tombe un peu sur le visage, qui nous trempe comme ça. Enfin, vraiment, les paysages un peu avec la mer qui est en second plan, qui fait du bruit, voilà, qui fait... voilà, avec la houle, tout ça. Enfin, vraiment, on est en plein dans l'Irlande et ça se ressent. Et je trouve que c'est un très très bon roman à lire en automne parce qu'on a une vraie ambiance automnale hivernale là-dedans, et c'est très bien retranscrit. Bon, ceci dit, vous pouvez aussi le lire en printemps-été si vous n'êtes pas un lecteur saisonnier, vous allez quand même passer un très bon moment, mais c'est vrai que je trouve que l'ambiance est très bien détaillée, très bien retranscrite, et c'est vraiment un plus dans ce livre, parce qu'on est complètement immergé, et moi j'avais l'impression d'être en Irlande. Pourtant, je ne connais pas l'Irlande, mais j'avais vraiment l'impression d'y être. Pour ce qui est de l'intrigue, eh bien écoutez, c'est tellement détaillé, il se passe tellement de choses qu'on n'a même pas le temps de souffler. Tous les chapitres, il y a un truc, on se retrouve avec des espèces de cliffhanger de fin de chapitre, à chaque fois on se dit mais waouh. C'est très très bon, et en fait dans ce livre on va balayer 20 ans de vie à peu près, 20 ans de la vie de Kitty et de Bridie, puisque quand on les quitte à la fin du roman, elles sont déjà jeunes adultes en fait. Donc voilà. Mais c'est une très très belle histoire, c'est très très bien fait. Il y a un peu de suspense, il y a beaucoup beaucoup d'attachement aux personnages. Les personnages sont très attachants. La petite Kitty, elle est hyper mignonne, on la trouve hyper attachante et tout dès le début. En plus, elle est vraiment malmenée par ses sœurs au début du livre, elle est malmenée par sa mère. Son père s'en fiche un peu comme de sa première paire de chaussures. Donc enfin, voilà, on est sur un enfant qui est un peu seul, qui est très très seul finalement. Et on s'attache à elle, on s'attache à la petite Bridie aussi, on s'attache aussi un petit peu à Célia. Et franchement, bah, refermer le livre là, j'avais qu'une envie, c'était de lire le tome 2. Mais bon, on va attendre un petit peu. Donc on est sur un petit coup de cœur pour moi, c'est vraiment été un très beau roman. Alors effectivement, je sais que j'ai lu pas mal d'avis qui disaient il y avait beaucoup beaucoup de... Il se passe beaucoup de choses, et peut-être un peu trop pour que ce soit complètement probable. Alors oui, peut-être, effectivement, c'est vrai que la troisième partie notamment, il se passe plein de choses où on se dit bon, ça fait peut-être un peu beaucoup quand même, mais en fait le style est tellement bon, tellement accrocheur, tellement addictif, que finalement ça passe. Enfin, moi j'ai trouvé que ça passait et que c'était vraiment pas dérangeant, donc
En tout cas, moi, ça ne m'a vraiment pas empêché d'avoir un petit coup de cœur pour ce roman. Et pourtant, j'ai mis du temps à le lire, hein, parce que je l'ai bien lu en plus d'une semaine. Comme je vous disais, c'est très dense, donc c'est parfois difficile de s'y remettre. Mais à chaque fois, j'étais contente de retrouver Deveril, l'ambiance de l'Irlande, de retrouver Kitty, de retrouver tous les personnages. Et vraiment, vraiment, je vous le recommande vraiment. Sachez que du coup, il est fort probable, j'attends que le mois se termine pour que tout le monde puisse le lire dans le cadre du Sunset History Book Club, puisque cette lecture commune, si vous voulez, elle n'était pas timée, il n'y avait pas de timing particulier, il n'y avait pas de... j'ai mal au doigt, j'ai une crampe là d'un coup. Il n'y avait pas de timing particulier, il n'y avait pas de découpe, enfin il y avait un découpage, mais pas de timing associé au découpage. Donc en fait, chacun le lisait quand il avait envie de le lire, surtout le mois de septembre. Donc j'attends le 30 septembre pour voir globalement les retours des uns et des autres. Pour l'instant, c'est vrai que les retours sont plutôt positifs. Et si c'est vraiment très positif, moi ce que je proposerais, c'est de lire les autres tomes. Et je proposerais sûrement de lire le deuxième tome courant du mois de décembre et le troisième plutôt sur la première partie 2025. Il faut savoir que c'est une saga qui comprend au total 6 tomes et il y a 2 arcs narratifs différents. Donc, le premier arc narratif, c'est le premier, deuxième et troisième tome qui va concerner surtout Kitty, Brady et Celia. Et il y a un second arc narratif, alors je ne sais pas exactement de qui il s'agit dans cet arc narratif-là, mais qui est un petit peu déconnecté de Kitty, Celia et Brady. Et donc l'objectif, c'est quand même d'essayer de suivre au maximum les parutions des romans chez Verso pour ne pas oublier tout ce qui s'est passé dans les tomes précédents et voilà. Donc c'est pour ça que je pense que je vais proposer une lecture commune en décembre sur le deuxième tome et plutôt en février je pense sur le troisième tome. Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, bien évidemment je vous mets le lien du Discord du Sunset History Book Club en barre d'infos et si vous avez envie de plus de renseignements, n'hésitez pas à m'écrire personnellement, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et pour finir, et après tout ça, je pense que je vais quand même aller travailler, parce qu'il va falloir que je m'y remette. J'ai décidé de prendre en version papier, sur ma liseuse, le roman qui m'a été envoyé par Noélie Solerin, donc qui est l'autrice elle-même qui m'a proposé de recevoir un de ses romans, et elle m'a proposé plusieurs de ses livres. Il y en avait notamment un autre qui me tentait pas mal, je ne me souviens plus du titre, mais je vous le mettrai là, je pense. Et finalement, mon choix s'est porté sur Le clapotis des vagues. Alors là, j'ai pas la couverture, mais c'est pareil, je vous la mettrai en vignette. Finalement, ce roman me tentait bien. Il faut savoir que c'est un livre qui se passe en Bretagne. Et j'avais bien envie de lire un roman sur la Bretagne, là. J'ai échangé avec l'autrice en fin d'été, donc c'est aussi pour ça que j'étais plutôt dans le mood océan, mer, Bretagne, tout ça, tout ça. Là, je le suis un peu moins, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais pas faire traîner ce service de presse trop longtemps, dans le sens où, après, une fois qu'on va être embarqué dans l'hiver, j'aurai probablement moins envie de lire ce genre de roman. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre dès maintenant. Le clapotis des vagues, du coup, on est dans une histoire qui se passe en Bretagne, comme je vous le disais. On fait la connaissance de Pauline, qui est une jeune femme un petit peu perdue dans sa vie, puisque elle a perdu son grand-père quelques mois auparavant. Son grand-père était un pêcheur, un marin-pêcheur, je crois. Et un jour, il prend son bateau et bah, il disparaît en mer. Et donc voilà, et donc il décède, on suppose qu'il décède en mer. En tout cas, son bateau est retrouvé, mais lui, non. Et, euh, et donc, elle fait la promesse à sa mère de ne jamais remonter sur un voilier, alors que Pauline adore la mer et adore naviguer. Mais elle lui fait la promesse de ne plus remonter sur un voilier. Donc par rapport à ça, eh bien, elle a des sentiments un peu contradictoires qui naissent. Elle est un peu perdue. On sent bien quand on la découvre dès le début du roman qu'elle est perdue. Elle a lâché son job qu'elle aimait bien pour un poste saisonnier. Elle fait l'accueil d'un phare. En fait, elle fait l'accueil touristique d'un phare où elle vend les billets pour que les touristes puissent visiter le phare. Et, euh, et voilà, et elle ne sait pas trop où elle va. Elle vit avec Martin, qui est un jeune homme assez introverti, qui est pas très sociable, avec qui ça se passe
plus très bien parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes aspirations dans la vie. Elle rêve de voyager, lui, il n'aime pas du tout ça, il aime bien son petit confort, il a besoin de repères et d'être rassuré en fait, ce qui n'est pas forcément son cas. Donc, on découvre le personnage de Pauline, on va dire, dans un moment de sa vie où elle est en plein questionnement sur beaucoup de points de sa vie. Et donc, à partir de là, elle va se poser plein de questions et tout ce cheminement, tout ce raisonnement va la pousser à se souvenir d'un rêve qu'elle avait quand elle était enfant, qui était de traverser l'Atlantique en voilier pour atteindre New York. Voilà. Donc, bon, moi j'en suis à peu près là dans l'histoire. Je pense que je vous ai pas trop spoilé, mais voilà en gros le pitch de départ. On est sur un roman un peu initiatique. On est sur un roman où on se pose beaucoup de questions, où on se demande si on a pris les bonnes décisions dans notre vie. Ça nous permet aussi de nous questionner un peu sur notre zone de confort en fait. Qu'est-ce qu'on fait quand ça fait très longtemps qu'on est dans une zone de confort et qu'on a du mal à quitter cette zone de confort. Donc voilà, il y a tout ça. On parle aussi un petit peu du deuil forcément avec le décès du grand-père de Pauline. Donc il y a plein de thématiques qui sont abordées. C'est plutôt plaisant comme lecture. Le style est assez contemporain. On n'est pas sur une plume très dense, pas sur quelque chose de très compliqué à lire. Ça se lit bien. C'est assez fluide. Voilà. Donc pour l'instant, j'en suis là. On va voir. On va voir. J'avoue que je me questionne un peu sur la suite du livre parce que je sais pas s'il y a matière à broder comme ça pendant 300 pages parce que le roman là sur Liseuse il en fait 230, 240, quelque chose comme ça. Donc je me demande en fait ce que va nous raconter l'autrice parce que sur un roman initiatique comme ça, bon, j'ai un peu peur que parfois il y ait beaucoup de questionnements et qu'il n'y ait pas énormément d'action. Mais bon, écoutez, pour l'instant, ça le fait plutôt bien, c'est assez plaisant à lire, donc je me laisse un peu embarquer. On va voir. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire sur mes lectures. Côté lecture audio, je suis toujours dans Amber Falls de Alicia Garnier. J'ai écouté 4 heures d'écoute, je pense. Ouais, j'en suis à peu près à 4 heures. C'est un roman audio qui faisait quand même 14 heures d'écoute, donc il y a de quoi faire. Mais ouais, je pense que j'en suis à peu près à 4 heures, ça s'écoute bien. On est sur une romance. Après, il y a deux trois trucs qui me font un peu lever les yeux au ciel parce qu'on est sur de la romance contemporaine et parfois j'ai un peu l'impression que sur la romance contemporaine, on tombe facilement dans le cliché. Mais bon, on verra, je vous en reparlerai. Allez, sur ce, ça doit faire au moins 20 minutes que je vous parle, donc je vais en rester là. Et puis je vous reprends plus tard. Hey, je viens clore ce carnet de lecture et je viens le clore en vous donnant mon avis final sur Le clapotis des vagues de Noélie Saulerin que j'ai terminé hier soir. J'ai été très embarquée, j'avais pas mal de temps devant moi donc j'en ai profité pour le terminer. Et écoutez, ça a été une belle découverte, ça a été un moment de lecture assez plaisant. Je vous ai déjà un petit peu parlé de l'histoire, donc je vais pas revenir dessus, mais c'est vrai que globalement, on suit cette fameuse Pauline qui va se lancer dans une aventure transatlantique pour rejoindre New York parce qu'elle est en plein questionnement sur elle, en plein questionnement sur sa vie. Et globalement, j'ai trouvé qu'elle était relativement attachante et assez inspirante cette femme-là, puisque on voit bien qu'elle est complètement perdue. Elle se demande ce qu'elle va bien pouvoir faire et elle... Alors certes, elle a des doutes, hein, j'allais dire, elle n'hésite pas, mais si, elle hésite, elle a des doutes, mais en fait, elle arrive, elle a une capacité à se remettre en question qui est quand même assez incroyable. Et c'est cette capacité-là dont moi je me souviendrai pendant un certain temps, parce que je trouve que c'est un livre qui nous permet vraiment de nous dire, ok, parfois c'est difficile, parfois on se pose plein de questions, on doute, on a envie de prendre un virage à 180 degrés, mais on ne sait pas trop comment le faire. Et bien, en lisant ce genre de livre, eh bien, on a envie de le faire. On se dit bien que grâce à cette histoire, hein, on le sait, ce n'est pas facile. Il y a des embûches, il y a des problèmes à résoudre pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire.
Mais quand on est déterminé, quand on a envie et quand on veut, réussir ce qu'on s'est mis en tête, le défi qu'on s'est mis en tête, eh bien, il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et c'est vraiment tout le message que Noélie Saulerin nous fait passer dans ce livre-là. J'ai trouvé que c'était relativement bien mené, bien fait et comme je vous disais, cette fameuse Pauline, bah, finalement, elle est assez attachante. On la suit, on se demande bien si elle va réussir ou pas à aller jusqu'au bout de son défi, si elle va réussir à se remettre en question comme elle l'avait envisagé et je vous en dis pas plus parce que je vais pas vous raconter la fin, faut pas exagérer. Mais globalement, vraiment ouais, c'était une très belle découverte. Alors, vous le savez, hein, je vais pas enjoliver non plus la réalité. Il y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu laissée sur ma faim, hem, ou qui m'ont un petit peu dérangée plutôt, parce que c'est pas vraiment laissé sur ma faim, mais c'est plutôt dérangé. Notamment le fait que on a beaucoup de descriptions, sur des choses qui, à mon sens, ne sont pas forcément nécessaires et qui alourdissent un peu le roman. Typiquement, lors de son voyage pour aller pour aller jusqu'à New York, elle va faire des étapes, bien sûr, des escales et l'autrice prend le parti vraiment de tout nous détailler. Donc elle va nous dire, le roman est écrit à la première personne. Donc je prends le tram à tel endroit, je m'arrête à tel endroit, je rallume mon GPS, je fais ça, je fais ci. Alors certes, je pense que c'est pour nous ancrer un peu dans le réel, ça, il y a pas de souci, je le conçois complètement. Mais on est peut-être un peu trop ancré dans le réel, quoi. Enfin, moi, personnellement, je ne lis pas un roman pour, lire, «Alors j'ai pris le tram à cet arrêt, je me suis arrêtée plus loin, j'ai rallumé mes coordonnées, enfin mon GPS parce que j'étais perdue, parce que gna gna». Bon, en fait, à un moment, voilà, passe la 4e, certes, c'est extrêmement réaliste, ça, on ne va pas le nier, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt pour l'intrigue? Je ne suis pas sûre. Donc voilà, c'est notamment ces petites choses-là qui m'ont un petit peu dérangée, parce que j'ai trouvé quand même qu'il y en avait pas mal, des détails comme ça qui, finalement, ne sont pas forcément nécessaires. Ça alourdit le roman, mais d'un côté, le roman étant assez court, ce n'est pas non plus, insupportable à la lecture. Enfin, franchement, c'est pas, le genre de détails qui, moi, m'auraient fait abandonner le roman, parce que ça reste quand même un récit très court. Mais c'est vrai que vu la taille du récit, bon, je me dis qu'on aurait peut-être pu se passer de ce genre de détails, pour approfondir peut-être un peu plus, les sentiments de Pauline, pour creuser un petit peu plus, la vision peut-être de sa famille aussi, parce que finalement c'est un roman initiatique, donc c'est auto-centré sur Pauline et c'est vrai que moi j'aurais bien aimé aussi avoir, le point de vue de sa famille, le point de vue de Martin, son compagnon, voilà, c'est des choses qu'on n'a pas forcément, enfin qu'on a, mais à travers la vision de Pauline, encore une fois. Ça n'empêche que vraiment j'ai été très contente de découvrir La Plume de Noélie Saulerin. Je pense que c'est une autrice que je vais suivre parce que, j'ai passé un très bon moment et j'ai très envie du coup de me laisser tenter par son roman. Je n'ai toujours pas le nom, mais je vous remettrai la vignette, qui a qui a eu un petit succès il me semble et qui a fait pas mal parler quand il est sorti, donc pourquoi pas celui-ci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais suivre avec attention tout ce qu'elle va publier prochainement. Si jamais vous passez par là, Noélie, un grand merci pour votre confiance et merci beaucoup pour m'avoir confié votre bébé pendant quelques temps. Et en tout cas, j'ai passé un très bon moment lecture. Je n'ai pas plus avancé que ça dans ma lecture audio et je n'ai pas repris de livre papier, donc je vous propose qu'on en reste ici pour cette semaine. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'ici, vraiment. J'espère que je vous aurai donné envie de lire les livres que je vous ai présentés. Finalement, il y en a eu quelques-uns. Petite mention spéciale pour Le Secret de Deverhill qui est ici, mais globalement j'ai passé des très bons moments de lecture, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez en ce moment, vos derniers coups de cœur et si les livres que je vous ai présentés vous tentent ou même si vous les avez déjà lus. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous propose de mettre un petit soleil pour
clore une bonne fois pour toutes la saison estivale puisque, aïe, j'ai terminé toutes les lectures qui me manquaient de ma pile à lire, enfin toutes celles que j'avais plus ou moins prévu de lire. Et on va enfin démarrer mes lectures automnales. Autant vous dire que je suis excitée comme une puce et que j'ai terriblement hâte de me plonger dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge notamment. Je vous dis à la semaine prochaine et très bonne lecture d'ici là. Allez, ciao!